Bon, ce matin, nous abordons le premier chapitre, toujours le premier chapitre, la deuxième leçon du premier chapitre, intitulé Le beau. Et pour comprendre le beau, il faut nécessairement signifier aux enfants, n'est-ce pas, la relation, la réciprocité qui existe entre le beau et ce qu'on appelle l'esthétique, qui se résume en sensibilité pour la première fois, avant d'attaquer même l'étude du beau. Nous avons dit alors qu'il y a, n'est-ce pas, une présupposition entre la sensibilité et le beau, et qu'on peut comparer à l'amont et à l'aval d'une rivière. Si on ne peut pas séparer l'aval et l'amont d'une rivière, on ne saurait séparer, n'est-ce pas, l'esthétique à la notion du beau. Mais la question est de savoir, faire comprendre aux enfants quelle est véritablement l'origine du mot beau. Et nous avons dit de façon substantielle que le beau est latin, du terme latin qui signifie, ma foi, bellus, et bellus signifie, ma foi, en français, le charmant, le joli, le sublime. C'est ce qu'on appelle bellus. Maintenant, c'est venu de cette langue latine et ma voix en touchant la définition. La première définition qu'on peut donner à la notion du beau est de mettre la langue et qui définit de façon substantielle le beau comme tout ce qui provoque un sentiment esthétique. Tout ce qui provoque un sentiment esthétique. Là, c'est cette définition qu'il faut donner aux enfants. Maintenant, en ce qui concerne les variétés du beau, nous avons dit que nous pouvons distinguer trois variétés du beau, à savoir le beau physique, le beau moral, le beau intellectuel. Qu'est-ce que nous voulons dire par le beau physique? Nous disons que le beau est physique lorsque la création de cette sensibilité de l'homme est due à nos 5 organes de sens, c'est-à-dire l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Et ce beau physique-là ne peut se révéler qu'à partir de ces 5 organes de sens, à l'intermédiaire d'un contact immédiat entre, n'est-ce pas, l'observateur et les choses observées, c'est-à-dire les phénomènes de la nature. Donc nous avons dit que c'est la caractéristique du beau physique. Maintenant, quand nous prenons le beau moral est suprasensible. On ne révèle pas le beau moral à travers nos organes de sens, mais à travers les principes éthiques édités par une société et à un moment donné de son histoire. C'est à partir de là qu'on peut parler du beau moral. Et dans ce cas, nous avons dit que la société se résume en une entité structurée, organisée à la fois hiérarchique. À partir de l'organisation de la société, il y a alors ce qu'on appelle les interdits et ce qu'on peut se permettre de le faire. Donc, ces interdits-là, il faut les éviter par rapport, c'est ce qu'on appelle, en termes philosophiques, le normal et l'anormal, la comparaison entre le normal et l'anormal. Maintenant, en ce qui concerne le beau intellectuel, nous avons dit de façon substantielle qu'on peut dire que le beau est intellectuel lorsqu'elle est basée sur les données scientifiques, la démonstration de ces phénomènes, de ces données scientifiques-là. Par exemple, quand vous dites que vous n'aimez pas la mathématique, c'est parce que vous n'avez pas abordé, vous n'avez pas touché, un bon mathématicien ne vous a pas enseigné. Mais quand le bon mathématicien, celui qui connaît réellement comment communiquer la connaissance aux enfants, il essaie de prendre les enfants en classe, n'est-ce pas, les 2 heures de cours de mathématiques va se réduire en quelques minutes. De façon substantielle, quand nous prenons par exemple les catégories, on ne peut citer que quelques catégories du beau, parce que le temps, c'est de l'argent. Nous avons dit qu'il faut citer quelques catégories et faire comprendre aux enfants l'essence de ces catégories philosophiques. Par exemple, nous avons le sublime.
le sublime est considéré comme la beauté suprême. Et cette beauté suprême, c'est le paroxysme même de la beauté qu'on appelle le sublime. Et le sublime ne s'adresse pas à un être humain. Le sublime n'appartient qu'à l'être suprême, le Dieu. C'est Dieu, dans sa morale, qui peut obtenir ce qu'on appelle la beauté, considérée comme étant le sublime. Le joli. Le joli, un être peut être joli. On peut dire à une fille qu'elle est jolie. Elle est jolie par rapport à la physiologie même de la constitution de l'organisme de la fille. Caractérisée par quoi d'abord? Par la petitesse de son corps. Et la petitesse de son corps reflète une certaine sensibilité en vue de l'observateur pour la qualifier de façon extraordinaire. C'est ce qu'on appelle le joli, le gracieux. La grâce est un peu liée au joli. La grâce, n'est-ce pas, est considérée comme étant, selon, dans les églises, on considère la grâce comme étant le don de Dieu, parce que c'est cette manière, cette bonne manière qu'a l'homme de recevoir son autrui, n'est-ce pas, dans les règles éthiques de la société. C'est ce qui décide ce qu'on appelle le gracieux. Maintenant, nous avons le charme. N'est-ce pas? Le charmant, ce n'est pas une fille belle, une fille jolie, mais le charmant, c'est quoi? C'est cette capacité qu'a une partie de l'organisme de l'homme ou de l'être humain pouvant séduire son sexe contraire. Par exemple, quand nous prenons, n'est-ce pas, la femme dans sa généralité, elle peut être charmante à travers ses yeux. Quand elle fixe ses yeux autour de vous, vous croyez déjà anesthésié, omnibulé par son regard. Elle peut anesthésier son entourage à partir de quoi encore? De sa dentition. Quand elle ouvre sa bouche pour rire, on constate qu'elle est vraiment charmante. Le coquet, c'est quoi? Ma foi, le coquet n'est autre chose, ma foi, que l'ensemble des mouvements du corps humain, d'un sexe, pouvant séduire son sexe contraire. Il y a des gestes, par exemple les jeux de fesses, les mouvements du corps. Ces manifestations provoquent à l'observateur une certaine séduction. Et cette séduction, c'est ce qu'on appelle la coquetterie. La coquetterie ou le coquet. Maintenant, quand nous abordons les grandes conceptions de la beauté, nous avons dit, n'est-ce pas, qu'il faut retenir, n'est-ce pas, les grandes conceptions des grands philosophes qui ont parlé de ce qu'on appelle la beauté. Conception de moins 9 penseurs, parmi lesquels nous avons déjà Emmanuel Kant, quand il affirme que le beau, c'est ce qui plaît universellement sans concept. Quand vous prenez par exemple Hegel, lui dira que le beau est la manifestation sensible du vrai. Quand vous prenez Platon, Platon dira que le beau est une idée suprasensible qui existe indépendamment de nous et de tout support matériel, c'est en un mot le transcendant. Quand vous prenez saint Thomas d'Aquin, lui dira que le beau, c'est ce qui plaît, ce qui fait plaisir, ce qui ravit le cœur. Quand vous prenez par exemple Baudelaire, le beau c'est le bizarre. Quand vous prenez Paul Valéry, le beau c'est ce qui désespère. Quand vous prenez Voltaire, le beau pour le crapaud c'est sa crapote. Quand vous prenez Théophile Gautier, lui dira que le beau c'est ce qui ne peut servir qu'à rien. Quand vous prenez Victor Hugo, lui dira que le beau c'est la preuve étrange, inattendue que la forme, c'est en un mot le fond. Donc toutes ces grandes conceptions-là, on peut détailler aux candidats pour leur permettre d'aborder les sujets du baccalauréat unique. Par exemple, prenons un sur 4. Quand nous prenons par exemple la conception hegelienne de la beauté, lorsqu'il dit que le beau est la manifestation sensible du vrai. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que Hegel n'a jamais trahi sa conception philosophique.
l'ossature de la conception philosophique de Hegel tourne autour de ce qu'on appelle l'idée absolue. L'idée absolue. Et l'idée absolue là, c'est ce qu'il a appelé, ma foi, le transcendant. Le transcendant. Voilà, c'est ce qu'on appelle le transcendant. Le transcendant signifie quoi? De façon élémentaire, c'est ce qui dépasse l'entendement de l'homme. C'est ce qui n'est pas à la compréhension de l'esprit de l'homme. Donc c'est le Dieu, c'est l'être suprême. L'idée absolue là, mais il a conçu que l'idée ne reste pas figée, immuable. L'idée doit subir un mouvement. Lequel mouvement? L'idée passe par trois phases. La phase logique, il y a la philosophie de la nature et la philosophie de l'esprit, ou la reprise de l'esprit en soi-même. Donc voilà les trois phases. Donc quand il dit ça, c'est dit que, n'est-ce pas, le monde dans lequel nous vivons, quand nous essayons d'appréhender ces phénomènes-là, nous les considérons comme étant une beauté parfaite. Alors que le beau que nous voyons dans ce monde-là, ce n'est que le beau apparent. Parce que ce n'est pas consistant, ce n'est pas un beau qui est éternel, qui est figé, qui est muable. C'est un beau qui doit disparaître un jour à l'autre. Mais quel est le beau qui a un caractère éternel? C'est le beau incréé, indestructible, et qui n'appartient qu'à la puissance divine, à Dieu seulement. Donc ça, c'est la conception, n'est-ce pas, hegelienne du beau. Donc on ne va pas détailler toutes ces grandes conceptions. Nous allons essayer d'atteindre ce qu'on appelle l'ontologie et la phénoménologie du beau. Maintenant, quand nous prenons ce chapitre, cet élément dans la leçon, qu'on appelle ontologie et phénoménologie du beau, ces deux concepts-là tournent autour d'une grande question, la question charnière qui tourne autour du beau. Et quelle est cette question charnière qui tourne autour du beau? Ça consiste à prouver si le beau est dans l'objet ou dans le simple regard. Est-ce que le beau se trouve dans l'objet ou dans le simple regard? Celui qui ne comprend pas français, et finalement il y a des professeurs qui tâtonnent en disant que le beau est dans l'objet de ce que l'on regarde, ou certains vont dire que le beau est dans le simple regard. Voilà. Maintenant, philosophiquement, quelle est l'importance de l'ontologie, de la phénoménologie du beau? Nous devons partir par une certaine démonstration, démontrer que ce n'est pas seulement l'ontologie du beau qui donne l'essence du beau, ni la phénoménologie du beau qui donne l'essence du beau. Mais il y a une certaine complémentarité, une certaine réciprocité entre la question ontologique et la question phénoménologique. Si la question ontologique tourne autour de l'objet en tant qu'objet, n'est-ce pas, et que la question phénoménologique tourne toujours autour du regard, nous devons savoir que nous ne pouvons appréhender un phénomène qu'avec une certaine relativité établie entre l'ontologie et la phénoménologie. Dire à une fille qu'elle est belle, c'est parce que directement vous vous mettez en contact avec la fille. Si elle n'est pas présente, on ne saurait jamais dire qu'elle est belle. Il faut dévisager la fille, il faut essayer de se mettre en contact avec elle et prendre son aspect ontologique. Et l'aspect ontologique là n'est possible qu'en s'appuyant sur l'aspect phénoménologique. Et l'aspect phénoménologique là tourne autour de quoi? Ça tourne autour du regard. Donc il y a une certaine relativité, c'est pourquoi nous avons dit que le beau est un concept relatif. Le beau n'est ni ontologique ni phénoménologique. Mais il y a une certaine complémentarité entre la phénoménologie et l'ontologie. Maintenant, pour conclure cette leçon, parce que c'est un résumé du résumé, on ne va pas s'attarder, nous devons d'abord savoir est-ce qu'il y a des hommes qui sont restés dans cette nature insensibles à la beauté des phénomènes de la nature? Je dirais non. 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 Et qu'est-ce qui distingue l'homme? Parce que quand vous prenez par exemple, dans l'étude très fournie
de la science, il y a, quand vous prenez la période de Hippocrate et son orthodoxe Galien, ils ont dit que l'organisme humain est composé de 4 humeurs. Et quelles sont les 4 humeurs? Il y a ce qu'on appelle le sang, il y a la bile, il y a la bile noire ou l'atracbile, et on peut, regardez, je vais écrire, il y a le sang, il y a la bile, il y a bile noire qu'on appelle l'atrabile, et nous avons ce qu'on appelle le flegme. Il y a ce qu'on appelle le flegme. Voilà la composante et ce qui différencie l'homme de l'animal. Et c'est ce qui nous permet aussi de dévisager les phénomènes et dégager une certaine attirance de nous vers ces objets de la nature là. Et c'est dire que c'est des concepts qui donnent la chance pour distinguer les hommes. Il peut avoir la différence entre les hommes. Je ne rentre pas dans ces détails-là. C'est au professeur de dégager l'essence de ces données philosophiques aux enfants. Parce que le temps est minime pour moi. Mais il faut se dire que, n'est-ce pas, il faut retenir aussi que les hommes se regroupent en 2 catégories. Parce que quand vous prenez par exemple, n'est-ce pas, toutes ces notions-là ne sont sensibles qu'à partir de 3 éléments qui caractérisent l'homme. Il y a l'émotivité, il y a l'activité et le retentisme. Ce sont les 3. Et quand vous prenez par exemple l'émotivité se réduit à la sensibilité. Par exemple, un homme en simple contact avec les phénomènes de la nature, il est en face d'un choc. Un choc. Quand vous prenez un nouveau-né, le nouveau-né se définit par quoi? Par son psychisme. Et le psychisme de l'enfant est comme, n'est-ce pas, une feuille blanche sur laquelle, feuille blanche, l'expérience s'inscrit. Donc c'est dire qu'on n'est pas avec cette conception de beauté-là, on l'apprend et ça se cultive à partir de ces phénomènes de la nature-là. Donc c'est des acquis qu'il faut étudier et saisir, et c'est ce qui dénote même l'importance de la philosophie. Un monde où la philosophie reste très suspendue est un monde de folie. Donc nous devons apprendre à nos enfants comment, n'est-ce pas, quand vous prenez par exemple les 3, l'émotivité. De l'émotivité, on vient à l'activité. De l'activité, on vient au retentissement. Maintenant, ces 3 facteurs-là, on peut les comparer en résumé, ma foi, comme étant le programme conçu par l'INRAP et qui donne l'importance même du programme guinéen. C'est comme quand on disait l'esthétique. De l'esthétique, on vient à l'étude du beau. De l'étude du beau, on vient à l'art. Parce que quand vous prenez par exemple, l'esthétique vise quoi? À décrire de façon théorique les notions essentielles consacrées au beau. Et quand vous prenez l'art, on ne peut indiquer qu'un homme est artiste que lorsqu'il crée son œuvre. Cette création viendra quand on va toucher la notion le cours portant sur l'art. Donc c'est dire que ces 3 éléments-là sont inséparables, mais il faut les dissocier quand il faut donner, il faut faire comprendre aux enfants la quintessence de la science, de la philosophie. Il ne faut pas constituer les enfants, il ne faut pas les transformer en constitué intellectuel. Il faut dégager l'importance de l'esthétique, comment l'esthétique a évolué, comment le beau a évolué, quel est le sens de l'ontologie, la phénoménologie du beau, quelles sont les catégories, parce qu'on n'a cité que quelques catégories. Mais quand nous prenons les catégories philosophiques du beau, on peut aller jusqu'à 26 catégories du beau. Donc, c'est illimité. Donc, c'est dire que c'est un mot
le petit mot beau est un mot complexe, ambigu, à la fois très difficile à saisir. Donc, de façon substantielle, nous avons dit que tout le monde est sensible. Il peut avoir, n'est-ce pas, deux caractères qui se distinguent. Quand nous prenons par exemple, je l'ai dit, quand vous prenez par exemple l'étude du caractère humain, dans l'étude du caractère humain, le caractère se construit par l'émotivité, l'activité et le retentissement. Maintenant, de ces trois facteurs, on a ce qu'on appelle la primarité et la secondarité. Par exemple, quand vous prenez un nom, on le dit qu'il est primaire, primarité. C'est lorsque, n'est-ce pas, à travers cette sensibilité, n'est-ce pas, il se passe par l'immédiateté. Voilà, on dit qu'il est primaire. La secondarité, c'est celui qui, ma foi, les phénomènes qui passent devant lui ne l'intéressent pas, mais il se rechousse dans les faits historiques. Voilà, c'est ce qui différencie les hommes. En un mot, c'est dire que la beauté intéresse à tout être conscient. Parce que, mais dans l'appréhension de cette beauté, il y a une certaine relativité. Par exemple, je me plains dans mon salon, la manière que je l'ai constitué, je me crois dans une certaine beauté. Mais comparativement, n'est-ce pas, au salon présidentiel, est-ce qu'on peut les séparer? On peut les comparer. Ce n'est pas possible. Il y a une certaine relativité qui est due, n'est-ce pas, à la morphologie, parce que quand nous prenons la morphologie dans l'appréhension de l'être humain, il y a un phénomène causal qui va apparaître. Un phénomène causal. La causalité va apparaître, n'est-ce pas? De la causalité, on vient à l'aspect clinique. De l'aspect clinique, il y a l'aspect corrélationnel. L'aspect corrélationnel qui va apparaître. Donc, on ne rentre pas dans ce détail-là. C'est pour vous dire que pour les candidats du baccalauréat unique, ils doivent se braquer sur la définition du beau. La définition du beau donnée par Maître Lalande, André Lalande. Le beau est tout ce qui provoque un sentiment esthétique. Quand vous prenez, n'est-ce pas, Saint Thomas d'Aquin, il a appuyé cette définition en disant que le beau, c'est ce qui fait plaisir, c'est ce qui ravit le cœur humain, etc. etc. N'oubliez pas les grandes conceptions philosophiques du beau et données par assez d'auteurs que je laisse citer dans leur résumé. Donc, de façon substantielle, on peut s'arrêter là pour dire que, n'est-ce pas, pour apprendre aux enfants qu'est-ce que c'est que, n'est-ce pas, le beau, il faut partir de son origine, de sa définition, les variétés du beau, beau physique, beau moral, beau intellectuel, et s'appuyer sur les catégories philosophiques, les pouvoirs les distinguer, le sublime du joli, le joli du charmant du gracieux du coquet, etc., etc. Et avant d'aborder ce qu'on appelle l'ontologie et la phénoménologie du beau, qui se résume dans la relativité des concepts. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, nous ne devons pas considérer le beau comme un phénomène physique. Le beau n'est pas un phénomène physique. Le beau n'est pas seulement un phénomène physique, mais sans ce phénomène physique qui se dessine par l'objet, le beau ne saurait être appréhendé. Donc il faut prendre l'objet en compte, et l'objet ne peut être chargé dans l'esprit de l'homme que lorsque l'homme essaie de fixer son regard sur un objet, un phénomène de la nature. Donc il y a une certaine complémentarité entre l'objet et le regard du contemplateur. Et là, je m'arrête là. Voilà, je vais donner quelques devoirs aux enfants. Le premier devoir à la maison, c'est de justifier cette affirmation de Voltaire. Le beau pour le crapaud, c'est sa crapaud. Justifiez-en. Deuxième sujet, nous allons dire
Le second devoir, il consiste à poser la question si le mot est-il dans l'objet ou dans le simple regard. J'utilise ça.